Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la directive qui va modifier une précédente directive de 2008 sur l'application du droit de l'environnement par le droit pénal. Pour faire le décryptage de cette directive non encore publiée, mais dont la publication ne devrait pas trop tarder, nous avons l'immense honneur et plaisir d'accueillir Jean-Philippe Rivaud, qui est magistrat, qui est président de l'Association française des magistrats pour la justice environnementale, qui va nous présenter les innovations de ce texte. Enfin, il nous dira dans quelle mesure ce sont vraiment des innovations pour le droit français relatives aux incriminations et la question de la transposition. Mes confrères Benoît Denis et Valérie Saint-Amand, qui interviendront également, parleront des sanctions et peut-être un peu le point de vue du prévenu pour Benoît Denis et le point de vue plus de la partie civile et les nouveaux droits de la société civile vous seront présentés par ma consoeur Valérie Saint-Amand. En ce qui me concerne, je vais donc faire quelques mots d'introduction pour rappeler le pourquoi de cette directive et son cheminement procédural. Alors, la proposition de nouvelle directive relative à la criminalité environnementale date de la fin de l'année 2021. Elle fait suite à une évaluation qu'avait faite la Commission de l'application réelle de la directive 2008/99/CE, entrée en vigueur le 26 décembre 2010. Application particulièrement modeste dans tous les pays de l'Union européenne. Cette évaluation montrait que le nombre de procédures engagées avec succès dans le domaine de l'environnement était très limité, que les sanctions étaient trop faibles pour être dissuasives et que la coopération transfrontière était peu importante. Bref, échec sur toute la ligne, si je puis dire. Quant à nous, en droit interne français, très franchement, directive de 2008 ou pas, ça a changé, à mon sens, strictement rien du tout. Donc, la volonté de la Commission était que le droit pénal de l'environnement puisse être réellement sanctionné, ce qui impliquait d'avoir des infractions plus sévères, mieux réprimées. Période de négociation entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Et donc, la nouvelle directive a été présentée au Parlement sur la base d'un accord qui a été trouvé au mois de novembre 2023. Le vote est intervenu en février 2024 et le Conseil lui-même a approuvé la directive le 26 mars 2024. Le 11 avril, l'acte final a été signé, donc contrairement à d'autres textes dont on ne sait pas encore s'ils interviendront ou pas, je pense à la directive CS3D ou encore à la loi restauration de la nature, qui est encore plus mal barrée que la directive CS3D. Cette directive-là, on sait qu'elle va sortir, on attend sa publication qui devrait intervenir, je pense, prochainement. Peut-être M. Rivaud nous en dira un mot. Derrière, les États membres auront 2 ans pour la transposer dans leur système national. C'est une directive assez copieuse, il y a une trentaine d'articles qui visent à peu près tous les sujets du droit pénal, que ce soit les incriminations, la complicité, la prescription, les sanctions administratives, l'excuse d'autorisation, etc., etc. Dans le cadre de ce webinaire, qui doit laisser bien entendu la place à vos questions, nous n'aborderons pas toutes les questions, mais celles qui nous paraissent les plus importantes ou les plus innovantes. Et donc, je passe la parole sans plus tarder à Jean-Philippe Rivaud, que je remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Bien, merci Maître Lepage d'avoir laissé une petite place aux magistrats qui sont en fait, comme vous le savez tous, des praticiens de terrain et plus particulièrement donc à l'Association française des magistrats pour la justice environnementale qui a été fondée en 2022 par 25 magistrats, dont des procureurs généraux, premier président, procureur de la République et président de tribunaux. Donc, c'est dire tout l'intérêt que ces sujets maintenant
sur lesquels certains de nos chefs portent à ces sujets, d'une association dont je le rappelle toujours parce que c'est important, qui n'a, encore que le mot militant ne soit pas un gros mot, n'est-ce pas, qui n'a aucune vocation militante au sens d'une ONG ou d'une association qui lutte contre les atteintes à l'environnement. C'est une association qui a été fondée, qui rassemble aujourd'hui à peu près, nous avons fait le bilan avant-hier, à peu près de 90 membres à ce jour, ce qui est beaucoup à l'échelle de la magistrature. Une association qui a été constituée un peu selon le mode de ce qu'on appelait autrefois, c'est un peu désuet, mais j'y tiens, une société savante, voilà, et avec pour objectif de diffuser le droit au sein de l'institution judiciaire, de le diffuser pour permettre aux magistrats, aux juges et aux procureurs de terrain de disposer d'outils pratiques. Nous allons, pour l'an prochain, nous engager dans des groupes de travail pour constituer un mémato de la justice environnementale, des fiches de cuisine en quelque sorte, s'agissant de sujets qui sont peu en réalité appréhendés dans les juridictions de l'ordre judiciaire, en France en tout cas. Alors, donc, cette association donc, qui n'a aucun objet politique, car c'est interdit aux magistrats, et c'est tant mieux comme ça, a aussi pour objectif de discuter de manière interdisciplinaire avec des juristes, mais des scientifiques aussi, parce que nous savons que le droit de l'environnement, c'est la rencontre du droit et de la science. Donc, c'est ce qui complexifie considérablement d'ailleurs notre appréciation, d'une part, et d'autre part, avec d'autres professionnels du droit, au premier rang desquels les avocats, qu'il s'agit des avocats, on va dire de façon un peu schématique, pardonnez-moi, des opérateurs économiques ou des associations environnementales, des deux côtés de la barre, si j'ose dire, mais aussi des universitaires, pardonnez-moi, des juristes d'entreprise. Nous avons des contacts intéressants avec l'association française des juristes d'entreprise, par exemple. Alors ça, c'était une petite introduction. Deuxième, puisque je suis magistrat au parquet général près la Cour d'appel de Paris, je ne suis pas ici pour représenter la Cour d'appel de Paris, mais simplement notre association, encore que ce que je vais dire, je pense, ne défriserait absolument pas la hiérarchie judiciaire, ma hiérarchie judiciaire. Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est important, et alors je vais peut-être décevoir certains d'entre vous, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait espérer ou croire, je ne sais, je crois que, et tout pénaliste que je suis depuis 30 ans, mon Dieu, je ne crois pas que le droit pénal vienne sauver l'environnement. Voilà, le droit de façon générale ne sauvera pas l'environnement. C'est d'abord un sujet éminemment politique, donc duquel je me retire immédiatement, bien sûr. Mais bien entendu, il me semble, comme tous ceux qui connaissent un peu ces sujets, que ce droit viendra aider, pardonnez-moi, c'est la pollution parisienne, que ce droit viendra aider, bien entendu, la cause de la protection de l'environnement, la protection de la planète et le respect des droits des générations futures. Donc ça, c'est une première remarque. Il ne faut pas fonder trop d'espoir, me semble-t-il, dans le développement de la répression pénale, même si elle est utile. Et même si en France, et contrairement à ce que certains disent aujourd'hui, ils se trompent, même si en France, cette répression est tout à fait marginale, et notamment par rapport à d'autres pays compris au sein de l'Union européenne. Je pense aux Espagnols, je pense aux Britanniques, aux Néerlandais ou aux Suédois, par exemple, qui ont des dispositifs répressifs éminemment plus efficaces que le nôtre. Donc, en réalité, ça, c'est une première série de remarques. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'un sujet d'une très grande complexité. Nous parlons ici de droit pénal de l'environnement. J'appelle ça, pour ceux qui sont pénalistes, comprendront tout de suite ce que je veux dire, le droit pénal très spécial de l'environnement en réalité, car c'est un droit qui ne trouve pas sa source en droit français dans le code pénal. Il n'y a rien dans le code pénal. Certains disent le crime de terrorisme écologique, si le gaz sarin de Tokyo, c'est un crime environnemental, pas du tout, c'est une atteinte aux intérêts de la nation sous l'angle de la protection contre le terrorisme. Ce n'est pas une infraction environnementale. Et c'est un droit qui trouve ses sources dans environ 15 codes différents. Et c'est un droit, code de l'environnement, code rural de la pêche maritime, code forestier, code minier, d'autres codifications encore, sans compter les textes qui sont épars. Et c'est un droit qui comporte déjà plus de 2000 infractions en incluant les contraventions qui constituent une grosse partie de ces infractions, dont, et c'est l'inspection générale de la justice qui nous l'enseigne dans un rapport très intéressant
diffusé, mis en ligne il y a 4 ans maintenant sur le site du ministère de la Justice, dans un rapport sur la justice environnementale. Seulement à peu près 10% de ces infractions sont poursuivies. Ce qui veut donc dire que à peu près 90% des infractions déjà prévues en droit interne français ne sont pas poursuivies. Donc c'est un droit qui est… Alors les professeurs de droit disent que le droit de l'environnement est parfois un droit obèse, c'est un peu familier, mais en même temps ce n'est pas complètement faux. Et en réalité, et j'introduis déjà ce que je vais vous redévelopper un tout petit peu à la fin de mon propos, c'est un droit qui est pour le moins plantureux, mais qui est très peu effectif. Et d'ailleurs, l'effectivité ou la non-effectivité du droit de l'environnement, du droit pénal de l'environnement, a donné lieu à des publications, y compris des thèses de doctorat, qui sont tout à fait bien documentées et argumentées. Alors, aujourd'hui, si je vous dis tout cela, c'est parce qu'en réalité, je vais finir par vous dire tout à l'heure que dans ces 2000 infractions en droit interne français, eh bien, ces 2000 infractions couvrent déjà à peu près tout le champ de la nouvelle directive. Alors, quand je dis nouvelle, c'est la future directive, puisque comme ceci vient de vous être indiqué, cela n'a pas été encore, elle n'a pas été encore publiée, donc elle n'est pas effective. Et d'ailleurs, pour être effective, encore faudra-t-il, puisque qu'elle soit transposée en droit interne, ce n'est pas un règlement, c'est une directive. Et l'Europe a donné un délai de 2 ans aux législateurs des États membres pour transposer en droit interne. Et donc, notre législateur, tout comme la directive précédente de 2008, aura un délai pour transposer en droit interne. Alors, et si je vous dis ça, c'est parce qu'en réalité, cette nouvelle directive vient réformer la première, du 19 novembre 2008, qui avait été un peu une révolution, puisque c'est un moment où les institutions européennes se sont emparées d'un sujet qui, à un moment, relève de la souveraineté des États, c'est-à-dire le droit pénal. Donc, c'était une nouveauté que l'Europe s'investisse sur le sujet du droit pénal. Mais finalement, tout ceci a fait son chemin. Et surtout que maintenant, nous sommes même aux portes. L'Assemblée nationale en a parlé, a évoqué ce sujet il y a quelques jours, aux portes, je l'espère en tout cas, de l'extension des compétences du parquet européen, Luxembourg, également aux infractions en matière environnementale, certaines infractions environnementales. Alors, la directive de 2008, déjà, tous les commentateurs et tous les pénalistes s'accordent à le dire, même si cela ne fait pas l'unanimité, peu importe, avait déjà été sous-transposée. Dans un pays où souvent on reproche aux législateurs de surtransposer, nous sommes tous à peu près d'accord pour dire que la directive de 2008 avait été sous-transposée. Et il faut comprendre l'évolution de cette nouvelle directive dans un contexte politique qui est quand même devenu très compliqué aujourd'hui, à la fois, et nous respectons bien entendu leurs revendications, à la lumière des protestations des agriculteurs, d'une part, mais également en perspective des élections présidentielles en 2027, qui évidemment, nous le savons bien, les étapes politiques influent toujours sur l'évolution du droit, surtout lorsqu'il s'agit de parler de répression, et d'une répression qui peut porter atteinte, selon moi c'est une erreur d'appréciation, mais c'est mon point de vue, de porter atteinte à l'activité économique, comme si l'activité économique et protection de l'environnement étaient incompatibles. Je crois que dire ça, c'est de l'obscurantisme. Mais là, déjà, je m'engage sur un terrain politique dont je me retire immédiatement. Alors, la directive en question de 2024, cette nouvelle directive, non encore publiée dès lors, au journal officiel de l'Union européenne, cette directive donc constitue, c'est évident, représente en tout cas des progrès réels dans le sens d'une répression mieux organisée. Alors, on entend parfois dans notre pays, et d'ailleurs je n'ai jamais vraiment compris à quoi cela se rapportait, comme si c'était un fanion et comme une espèce d'épouvantail plus précisément, de dire « oulala, dans notre pays il y a trop d'écologie punitive ». Cessons de parler de répression. Moi, l'écologie punitive, je n'ai jamais vraiment compris à quoi cela ressemblait. Il y avait environ, il y a un mois dans Le Monde, un article sur ce sujet. On dit que c'était plutôt des formules rhétoriques qu'autre chose. Le fait est, c'est vrai que l'on va vers davantage de répression, mais dans un pays où, en tout cas en France, nous sommes à un niveau extrêmement faible de répression, contrairement à ce qui se dit, n'est-ce pas? Davantage de répression, mais une répression consolidée, mieux écrite.
et ce qui aussi procure, parce qu'il faut y penser, de la sécurité juridique aux opérateurs économiques. Je pense que les opérateurs économiques ont besoin, bien sûr, de sécurité juridique. Nul ne peut dire le contraire. Et un droit mal écrit, ce qui est le cas du droit pénal de l'environnement, est un droit qui ne procure pas de sécurité juridique et qui ne permet pas un développement économique harmonieux. Alors, j'ai été, pour ma part, notre association a été très attentive à ce que certains ont pu dire lorsque, en début d'année 2024, on a beaucoup communiqué sur le fait que le chemin vers la nouvelle directive allait nous ouvrir. Et je dois dire que pour ce qui me concerne, mais le conseil d'administration de la FIBGE, l'association, est assez d'accord avec cela. Nous sommes un peu en retrait par rapport, en fait, aux progrès qui ont été annoncés, aux victoires qui ont été proclamées à droite, à gauche, et notamment dans certaines associations ou ONG. Nous ne sommes pas arrivés au grand soir du droit pénal de l'environnement, ce n'est pas vrai, voilà. C'est une première chose. En tout cas, ceux qui disent cela ne connaissent pas, et je suis un peu péremptoire, pardonnez-moi, le droit pénal, c'est une évidence. Nous ne sommes pas à l'aube de la révolution qui a été annoncée, ce n'est pas vrai. Même si des progrès ne peuvent qu'être constatés. Alors, la vraie question, au-delà de la définition des infractions, puisqu'en fait la directive s'engage sur un axe que je vais vous commenter dans un instant, d'une redéfinition des infractions, également d'un rehaussement du seuil de répression avec l'élévation des sanctions pénales qui devront être prévues dans les législations internes. Mais au-delà du droit substantiel, la directive aborde aussi la question de l'effectivité sous un angle quand même extrêmement réduit, mais également qui est crucial de la formation de toutes les parties prenantes en matière d'application du droit de l'environnement. Alors, moi, ce que je crois, c'est que le droit pénal de l'environnement, comme toutes les branches du droit pénal d'ailleurs, pour en discuter, pour le disserter, on ne peut pas faire, et c'est peut-être la faiblesse de la directive, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire l'économie de discuter des règles de procédure pénale et d'organisation judiciaire, car les règles de droit pénal, pour être appliquées, supposent de mettre en œuvre les règles en France du code de procédure pénale et donc de disposer d'un système judiciaire qui soit efficace, ce qui, en France, disons-le clairement, je suis bien placé pour le dire, puisque c'est mon métier, n'est pas tout à fait encore le cas, même si il faut quand même l'admettre, depuis notamment une loi de 2020 qui crée les pôles régionaux pour l'environnement, des progrès ont été constatés, nous sommes encore loin de rattraper notre retard par rapport aux autres États, j'en ai déjà parlé. Alors, première remarque sur la directive, c'est d'abord, on parle, alors le nom de la directive, c'est comme celle, il faut toujours s'attacher au nom des textes, hein, c'est une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et qui remplace deux autres directives, dont celle de 2008 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, protection de l'environnement par le droit pénal, mais pour autant, la directive, et c'est important, cette nouvelle directive laisse aussi encore la place au champ de la répression administrative. C'est très clairement mentionné, consigné dans la directive. Le pénal doit être poussé, mais on laisse encore la possibilité, et c'est d'ailleurs très bien comme ça, d'ordonner, de prévoir des sanctions administratives, c'est-à-dire des sanctions non pénales, des sanctions qui sont donc mises en œuvre par des organismes particuliers. Et en France, chez nous, vous le savez bien, c'est surtout le préfet qui engage des poursuites administratives. Et c'est d'ailleurs l'une des faiblesses de notre droit interne. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que la directive le prévoit, c'est qu'en réalité, le rapport de l'inspection de la justice, dont je vous parlais tout à l'heure sur la justice environnementale, pointe déjà, mais tous les procureurs comme moi le savent, l'extrême faiblesse de l'action de l'administration en France en matière de répression administrative. Nous savons que ce dispositif ne marche pas ou pas très bien parce que c'est toujours la discussion entre les sanctions et l'entrave au développement économique et c'est un sujet un peu sans fin. Alors donc la directive nous dit qu'il y a toujours place aux sanctions administratives, mais le droit français le prévoit déjà. Donc peut-être là encore faudra-t-il renforcer l'effectivité des sanctions administratives. Vous voyez, nous sommes là encore sur le terrain de l'effectivité et non pas sur le terrain du droit substantiel. C'est autre chose. Alors, la directive, et ça c'est aussi intéressant,
fait non seulement la place aux infractions intentionnelles, c'est-à-dire lorsque l'on n'a pas respecté une règle qui entraîne une atteinte à l'environnement, mais également aux infractions non intentionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une règle, on n'a pas fait exprès de ne pas la respecter, mais on n'avait pas pris les moyens nécessaires pour respecter une règle, on va dire prudentielle, par exemple. Donc, on reste toujours dans cette dualité qui est classique en droit pénal français, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles. Il y a l'infraction non intentionnelle dont on n'a pas voulu le résultat, même si à la base, il y a le non-respect d'une règle qui était instituée et le non-respect volontaire d'une règle qui était en place. Alors, autre chose qui est importante dans toute la directive, dans quasiment l'article 2 qui prévoit des infractions avec tout un tas de petits paragraphes, en réalité, il y a une constante qui est extrêmement intéressante dans la rédaction de la directive, c'est que la directive, pour certains types d'infractions, prévoit que tel comportement, alors quand je dis comportement, en droit pénal, on appelle ça une infraction de commission. Je vole quelque chose, c'est-à-dire je commets un acte positif, et puis aussi, il y a aussi des infractions d'omission. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on devient pénalement responsable. Je donne classiquement, même si ça n'a rien à voir, l'exemple de la non-assistance à personne en danger. C'est parce qu'on n'a pas porté secours à quelqu'un qu'on devient auteur d'une infraction. Eh bien, en droit pénal de l'environnement, c'est la même chose. Et pour définir en réalité un certain seuil de mise en œuvre de la répression, la directive fait état de la nécessité d'établir la mort de personnes ou de graves lésions pour les personnes ou des dommages, alors c'est là où les choses vont devenir compliquées en droit interne, substantielle. La notion de substance substantielle est importante puisqu'elle va sûrement nécessiter, comme c'est déjà un peu le cas de la discussion en jurisprudence, des dommages substantiels à la qualité de l'eau, du sol, de l'air ou aux écosystèmes, lesquels sont d'ailleurs définis par l'article 1er de la directive. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui également à comprendre, c'est qu'en fait, la directive prévoit ce qu'on appelle des règles minimales. C'est-à-dire, elle nous dit, voilà, il faut réprimer ça et ça et ça, il faut pour tel type d'infraction, et peut-être que l'un de nos interlocuteurs aujourd'hui en parlera tout à l'heure mieux que moi, des sanctions, avec des seuils de sanctions, 10 ans, 8 ans, 5 ans, 3 ans de prison maximale ou minimale. La directive nous dit qu'en réalité, elle énonce des règles minimales. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les États membres peuvent toujours réprimer davantage, à la fois en définissant davantage d'infractions et à la fois en prévoyant des peines plus sévères que ce que prévoit la directive. Simplement, en droit français, ce sera compliqué puisque déjà, pour certaines infractions, la directive suggère aux États membres de prévoir dans la législation interne une peine allant jusqu'à 10 ans de prison, ce qui est le maximum en droit pénal français pour les délits, et sachant qu'il n'y a pas, contrairement là encore ce que l'on dit souvent, pardonnez-moi s'il y a des membres d'associations d'ONG derrière l'écran, mais les ONG, il n'y a pas de crime en droit français en matière environnementale, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc le crime, la définition du crime, c'est la répression au-delà de 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc, alors en réalité, néanmoins, c'est important. C'est la notion de règle minimale qui est posée par la directive. C'est un statut minimal en deçà duquel les États membres ne pourront pas passer et au-delà duquel ils peuvent naturellement s'orienter. Ensuite, ce qui m'est paru important, c'est l'article 2.2 de la directive, c'est qu'il n'y a pas de suppression de règles de l'illicéité. Vous savez que c'est un grand débat en droit français comme dans d'autres droits d'ailleurs. Je pense au droit espagnol, au droit portugais, au droit brésilien également. C'est que les infractions en droit de l'environnement sont constituées à la condition que, par exemple, l'opérateur économique ait eu un comportement lié à une absence d'autorisation ou un dépassement de seuil ou un défaut de déclaration, que sais-je encore. En réalité, ce qui suppose pour que l'infraction soit constituée que l'on n'ait pas respecté une règle, je m'exprime de façon très simple, de base du droit de l'environnement et généralement du droit administratif. Donc il faut que déjà on soit en position d'illicéité vis-à-vis du droit administratif pour que ensuite la répression pénale puisse être déclenchée et aboutir à une condamnation, ce qui constitue évidemment un frein extrêmement important à la répression,
parce que, par exemple, lorsque un opérateur économique est poursuivi pour défaut d'autorisation, je ne sais pas, d'exploiter telle ou telle installation classée, parfois l'opérateur économique peut dire, mais attendez, moi j'ai fait un contentieux d'entrée administratif, donc attendez de voir si effectivement j'ai bien exploité ces autorisations pour que le délit soit constitué, et avant que le tribunal correctionnel ne statue, ça peut prendre des années, et c'est évidemment un obstacle à l'effectivité. Je reviens toujours au sujet de l'effectivité. Et alors ensuite, et là c'est là où c'est intéressant, c'est que la directive a prévu des nouveaux champs, en réalité, d'infraction. Alors, je dois vous rappeler d'abord, pardonnez-moi, je vais vous lister de façon très simple, on ne va pas prendre tous les articles de la directive, l'article 2, qui comporte plusieurs pages, en réalité, ce serait beaucoup trop long et un peu fastidieux, mais des nouveaux champs qui sont ainsi criminalisés par la directive européenne, mais qui le sont déjà quasiment en totalité en droit interne français. Donc vous voyez, pour ça je vous dis que la directive, ce n'est pas le grand soir du droit de l'environnement. Alors notamment en matière de diffusion de produits qui portent atteinte à l'intégrité physique, en matière de produits chimiques, en matière également de mercure, l'utilisation de mercure. C'est important pour nous, notamment, je pense à notre territoire d'outre-mer et la Guyane, où l'on utilise beaucoup le mercure pour l'orpaillage illégal, mais ce n'est que l'application d'une autre texte international, qui est la Convention de Minamata, donc ce n'est pas très surprenant en réalité. Et également, elle prévoit des sanctions pour l'exécution illégale de projets. Ça, c'est un peu nouveau. En réalité, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas été autorisés par l'administration. Vous savez, après toutes ces études d'impact et ces choses-là, je résume très vite. Alors, ensuite, également, un nouveau champ d'infraction en ce qui concerne le recyclage des navires. En réalité, vous savez, les navires qui sont usagés, il faut recycler, donc on faisait un peu n'importe quoi. Donc, c'est un nouveau champ d'infraction, mais également pour toutes les délits qui sont en relation avec l'exploitation des pétroles offshore en matière pétrolière ou de gaz, par exemple. La directive prévoit également un nouveau champ en ce qui concerne alors l'exploitation illégale de ressources en eau. Donc cela ne sont pas sur des pollutions des eaux, mais l'exploitation illégale des ressources en eau. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que si on essaye de voir les choses avec un peu de hauteur, on pense déjà à la question de l'usage de l'eau, de à qui appartient l'eau. La question des communs, c'est un autre sujet, mais qui est très lié en réalité, de propriété, et la notion des conflits d'usage en matière d'eau potable ou d'eau à des fins agricoles. C'est l'histoire des bassines et autres. Et en réalité, derrière cette nouvelle incrimination, il faut penser à tout cela. Alors, la nouvelle directive prévoit également que les États membres devront renforcer leur législation en matière de non-respect des règles dans le domaine de la déforestation. Donc ça, c'est intéressant parce que même si nous, parfois, nous raisonnons en France simplement à l'échelle de la métropole, il faut aussi réfléchir à l'échelle de l'outre-mer, hein, donc qui est aussi notre territoire. Je reviens à l'exemple guyanais qui m'est cher. La Guyane, vous savez, c'est grand comme l'Autriche, c'est grand comme 2 fois les Pays-Bas, et c'est recouvert à 97% de la forêt amazonienne, de la vraie forêt amazonienne. Voilà, donc de la jungle en quelque sorte. Donc c'est un très grand territoire pour nous, et bien là-bas, il y a des problèmes de déforestation, mais pas que d'ailleurs, il y a d'autres territoires, je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a également des infractions qu'il faudra prévoir en matière de gaz à effet de serre, notamment, ce qui n'est pas toujours aussi clair dans notre législation interne. Alors, les autres domaines je vais m'arrêter parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Les autres domaines déjà couverts par la directive de 2008 sont évidemment repris par celle de 2024. Par hypothèse, nous les connaissons tous, donc je ne vais pas plus avant à ce sujet. Simplement, ce que je voudrais que vous compreniez pour terminer, et je viens boucler un peu la boucle, c'est que, je le redis, mais je le dis à dessein, voilà, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, le droit pénal français incrimine déjà beaucoup. Alors, je n'ai pas fait de calcul exact, nous n'avons pas fait d'évaluation exacte de ce que notre droit pénal incrimine déjà ou pas, mais enfin bon, notre droit est déjà très très plantureux à ce sujet. Donc, beaucoup d'incriminations sont déjà prévues. Et de ce point de vue-là, je pense que
la directive sera, entre guillemets, respectée. Simplement, le sujet, ce n'est pas tant l'existence des infractions qui existent pour la plupart d'entre eux dans le droit français, c'est la question que le droit pénal de l'environnement français, c'est un ensemble qui est très diffus, en fait, qui est très confus, et je dois même dire parfois ardu, qui est très mal écrit, et qui mériterait sans doute d'être réécrit globalement pour d'être simplifié. Alors, je sais que le mot simplification hérisse parfois les poils des associations, des ONG, je peux le comprendre, mais on peut simplifier sans pour autant se heurter au principe de non-régression, parce que c'est toujours le grand débat. Quand on simplifie, les chocs de simplification dont on parle beaucoup encore en ce moment, c'est bien, mais parfois en simplifiant, on régresse sur l'application des droits et notamment de la protection de la nature. Alors moi je pense, et d'ailleurs c'était l'idée en 2014 des deux ministres, Mme Taubira et Mme Royal, qui m'avaient confié la présence d'un groupe de travail sur la simplification du droit pénal de l'environnement. Nous avions remis un rapport qui est tombé dans les oubliettes de la place Vendôme, n'est-ce pas, en 2016, qui n'est plus d'actualité bien évidemment, et nous avions conclu que sans violer le principe de régression, nous pouvions simplifier le droit pénal de l'environnement dans le sens de le toiletter pour mieux l'écrire et pour éviter que ce droit, qui est très très compliqué à mettre en œuvre pour les magistrats, et c'est mon métier, hein, donc voilà, que ce droit soit trop perçu et trop mal écrit, et surtout écrit, comme le disent certains, comme étant un peu un droit d'ingénieur. Voilà, je ne veux pas violer je ne veux pas, pardonnez-moi, porter atteinte à l'honneur des ingénieurs, dont je respecte la qualité du travail, mais ils sont ingénieurs, ils ne sont pas juristes. Or, il s'agit de faire là du droit. Voilà. Donc, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que cette directive, ce sera ma conclusion, elle est l'occasion pour le législateur français peut-être de toiletter le droit pénal de l'environnement. C'est une très belle occasion de tout remettre sur la table de discussion. Le métier est ici du législateur, mais également du pouvoir réglementaire, puisque les contraventions, c'est le pouvoir réglementaire, de tout remettre à plat, de simplifier les choses, de réécrire les incriminations et aussi peut-être, je pense au dernier texte de la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui compare des incriminations qui sont censées notamment incriminer l'écocide, ce qui est une vue de l'esprit, parce qu'en réalité, même si le mot écocide est porté dans la loi, nous savons bien que ce que le législateur a incriminé ne correspond en rien à l'écocide, bien évidemment. Je pense, et ce sera le mot de la fin, peut-être un mot d'espoir, et avoir de l'espoir, ma foi, l'occasion pour nous tous, les juristes, les associations, le législateur, de discuter pour élaborer un droit qui à la fois procure de la sécurité juridique pour les opérateurs économiques indispensables, mais également qui procure de la sécurité pour nous tous, pour la société. Je suis magistrat du ministère public, je représente la société, n'est-ce pas? Et la société est pour la nature, l'environnement et les générations futures. Voilà ce que j'avais à vous dire sur un sujet qui pourrait peut-être donner l'occasion d'un colloque. C'est une suggestion que je formule à l'intention d'être pour Règle-Page. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rivaud, c'était passionnant. Et donc, je passe la parole sans plus tarder à mon excellent confrère Benoît Denis. Merci beaucoup. J'essaierai de ne pas être redondant par rapport à ce que Monsieur Rivaud a dit, puisque, une fois n'est pas coutume, la défense sera assez d'accord avec le parquet pour dire tout d'abord que cette directive ne constitue effectivement pas la révolution annoncée par certains, loin s'en faut, mais simplement un facteur d'évolution, à mon sens, du droit français, répressif de l'environnement, avec de potentiels points de friction sur lesquels je reviendrai plus précisément. Donc la directive n'est pas encore de droit positif, elle n'est pas encore publiée, on aura 2 ans, le législateur aura 2 ans pour la transposer, mais on peut déjà constater que le droit positif français est largement en ligne avec cette nouvelle directive. C'est particulièrement le cas depuis la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui a introduit dans le droit français le délit d'écocide avec des guillemets, mais également de la loi industrie verte du 23 octobre 2023, qui a peut-être pas été encore suffisamment commentée parce qu'elle est d'application récente, mais qui a singulièrement renforcé les sanctions. Et ça, c'est un des points sur lesquels la directive demande aux États membres d'agir. Donc, en l'état de ce corpus législatif français, on peut d'ores et déjà dire que le droit français respecte l'essentiel des orientations de la directive. Alors, comme vous, Monsieur Rivaud, j'ai pas fait l'audit des différentes
infractions qui seraient déjà implémentées ou à implémenter. J'avais un doute notamment sur le commerce illicite du bois, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de pousser la recherche. Mais tout ça, évidemment, sera fait par notre législateur. Il y a des gens très intelligents qui seront payés pour ça, puis nous, on n'aura qu'à critiquer derrière éventuellement. Alors, il y a les infractions de fond, mais il y a aussi les structures. Bon, je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Rivaux sur l'ineffectivité du droit pénal de l'environnement, mais peut-être parce que la place qui est la mienne, voilà, je vois évidemment que les poursuites et pas tant les classements. Puis je dirais que de manière générale, l'ineffectivité du droit pénal, il n'est pas propre au droit de l'environnement. On ne poursuit plus aujourd'hui les vols à la tire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les parquets. Donc, ineffectivité du droit pénal de l'environnement, peut-être, mais les outils en tout cas de répression existent. On a l'excellente OCLAES, on a le très récent Cézanne, genre très bien qui participe au Cézanne, on a évidemment les pôles santé, mais aujourd'hui les PRE dont M. Rivaux a parlé, on a les nouveaux Colden qui viennent d'être mis en place, on a tout un tas donc d'outils organisationnels qui permettent la coopération interservices, la coopération entre administrations et autorités judiciaires. On a également des outils procéduraux très forts, notamment je pense au trafic international de déchets, qui permet de mobiliser toutes les ressources procédurales de la criminalité organisée, y compris la garde à vue de 4 jours. C'est des choses sur lesquelles on a réfléchi par ailleurs. Et donc, on a tout ce corpus, non seulement de fond, mais également procédural, en droit français qui est déjà en place. Alors, en lisant cette directive et ces considérants, j'ai eu le sentiment qu'elle s'adressait moins à la France, en tout cas en premier lieu, qu'à certains autres États membres. Je pense notamment au considérant numéro 28, je ne vais pas vous lire, mais auquel je pourrais vous reporter, qui pointe des collusions entre les administrations et les fonctionnaires et certains opérateurs et certains délinquants. Je ne crois pas qu'en France, on ait ce cas de collusion, en tout cas, je ne l'ai jamais vu, peut-être on trouvera forcément un exemple, mais je ne crois pas que ce soit représentatif de l'action des administrations en France à cet égard, en tout cas dans ce domaine. Et donc, en lisant ce considérant, on a l'impression qu'effectivement, on ne s'adresse pas tant à la France qu'à d'autres États membres. Alors, pas le Danemark et l'Irlande qui sont exclus de la directive, mais il y a d'autres États membres qui pourraient se sentir concernés. On a plutôt l'impression, en réalité, et là je pense au considérant sur l'écocide, que peut-être que le droit français a servi d'exemple, ou en tout cas de référence pour l'établissement de cette directive. C'est un sentiment personnel, sera partagé ou pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas les premiers visés en quelque sorte par cette directive qui vient effectivement remplacer celle de 2008 notamment. C'est pas simplement un ajout, c'est bien un annulé remplace. Rappelons-nous que la directive de 2008, elle n'a pas été expressément transposée. Monsieur Rivaux disait sous-transposée, c'est exactement ça. La mode simplification en la matière, elle date de 2012, c'est une ordonnance. Elle n'est pas issue, elle n'est pas la transposition de la directive de 2008. Donc, le droit français en la matière possède une certaine autonomie et n'a pas attendu la directive à publier pour se construire. Alors, l'intérêt néanmoins de cette directive, il semble indéniable pour les infractions transnationales, celles qui comportent un élément d'extranéité, pour que les poursuites ne s'arrêtent pas à la frontière parce que il y aurait un statut administratif qui autoriserait des agissements qui ne le seraient pas en France, par exemple. Donc là, on voit bien l'intérêt de la répression pour que les règles soient harmonisées d'un côté et de l'autre de la frontière. C'est particulièrement le cas en matière de déchets. Il y a également un intérêt évident pour le parquet européen qui milite actuellement pour l'extension de ses compétences. Monsieur Rivaux l'a rappelé d'un mot à la matière environnementale, en rappelant notamment que 30% du budget de l'Union européenne est consacré à la lutte pour la protection de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique. Bon, même si là, il y a peut-être un argument, il faudrait faire la part de ce qui concerne la lutte pour la défense de l'environnement et les moyens mis en place pour adapter l'économie à la nouvelle donne. Mais il y a là clairement une volonté du parquet européen d'acquérir cette nouvelle compétence environnementale, on verra ce qu'il en sera. Donc pas de révolution, un facteur d'évolution néanmoins. Alors, en ce qui concerne les peines, on va devoir peut-être rééchelonner l'échelle des peines et les différents quantums, même si, encore une fois, aujourd'hui, le maximum encouru en matière de droit pénal environnemental en France, c'est tout de même 10 ans. Donc, on est dans le quantum maximal, enfin, le minimum exigé pour les infractions les plus graves par la directive. Donc, on respecte déjà ce quantum-là. Pour le reste, on est
On est dans des infractions qui sont punies fréquemment de 4 ans, de plusieurs années de prison. Et on est tout à fait dans cette échelle des peines qui nous est indiquée, qui nous est imposée, qui nous sera imposée par la directive. Alors à ce sujet, en tant qu'avocat de la défense, il faudra être, je crois, très attentif à l'absence de rétroactivité in peius, c'est-à-dire l'application de règles pénales plus sévères à des situations qui ne tombaient pas sous le coup de ce texte-là, compte tenu de la date de leur commission. Et il y a un considérant qui m'a particulièrement intéressé dans la directive, c'est le considérant 75 qui rappelle l'importance du principe de l'égalité criminelle, dont le principe de non-rétroactivité des règles pénales plus sévères n'est qu'une déclinaison. Donc il faudra bien prendre garde de ne pas sanctionner de peines qui n'étaient pas prévues à l'époque de la commission des faits donc anciens, même si la loi a depuis aura entre-temps été modifiée. Bon, ce que je dis là est vrai pour la loi industrie verte ou climat et résilience. Il y a une modalité de peine accessoire qui m'a semblé aussi un peu novatrice, qui concerne l'obligation d'établir des mécanismes de diligence raisonnables. Alors ça, c'est prévu par le considérant numéro 59 et ça me semble faire écho, et j'y vois un facteur d'évolution du droit français, du droit interne, ça me semble faire écho à l'obligation d'établir des plans de vigilance, puisque dans les plans de vigilance, on doit prévoir trois séries de risques, dont le risque environnemental. C'est l'article L225-102-4 du Code de commerce qui prévoit cette obligation-là. On pourrait s'inspirer de cette obligation pour prévoir, à titre de peine accessoire, des mécanismes de diligence raisonnables, comme le dit dans sa langue inimitable la directive. Ça fait également écho, peut-être, de façon peut-être un peu plus lointaine, au programme de mise en conformité proposé dans le cadre de CGIP environnemental. La CGIP environnementale dont on a beaucoup parlé, qui est un petit peu l'arlésienne parce qu'il y en a en réalité très peu, mais qui est un mécanisme intéressant et qu'il faut sans doute développer, prévu par l'article 41.3 du Code de procédure pénale. Ces programmes de mise en conformité, alors qu'interviennent lorsqu'il y a une infraction reconnue, pas de CGIP sans reconnaissance des faits, mais vont dans le même sens de l'amélioration continue. Autre facteur d'évolution du droit français, c'est le retour, me semble-t-il, à l'importance de l'élément moral de l'infraction. On est en matière d'infraction environnementale, dans des infractions qu'on dit souvent obstacles, où l'élément moral est extrêmement ténu et est qualifié par la juridiction en réalité de manière assez peu convaincante, je dirais, par les éléments matériels qui font supposer ou qui démontrent plutôt l'existence de l'élément moral également. Il y a dans la directive cette idée que l'intention doit être, on doit remettre l'intention au centre de l'analyse et que l'intention de nuire ou l'intention de ne pas respecter les règles doit être plus sévèrement sanctionnée. C'est le considérant numéro 9, considérant 26 et l'article 3 qui nous le disent. Donc, ce retour à l'élément moral pour notamment calibrer la sanction me semble tout à fait intéressante et pourrait peut-être inspirer le législateur, alors qu'aujourd'hui, en droit français, on n'a pas vraiment cette idée, j'y reviendrai un peu plus loin, mais à propos de l'infraction de déchet, par exemple, on sanctionne potentiellement de la même infraction l'absence de respect du trait sélectif ou le trafic de déchets. Voilà. Je caricature bien sûr, mais quand on lit le texte, on en est presque là. Donc il faudrait peut-être serrer un petit peu les sanctions en fonction des comportements. La directive invite à ce mouvement. Un retour également dans la directive du bon sens, avec l'exception des atteintes mineures. Et ça aussi, c'est quelque chose que je crois qu'on ne connaît pas trop en droit français actuellement. La directive vient nous dire par exemple qu'un écosystème, vient définir l'écosystème, vient nous dire qu'une ruche, une fourmilière ou une souche, a priori, ça ne pourra pas constituer un écosystème au sens de la directive. En droit français, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on vienne imposer des infractions, la qualification pénale à une ruche, une fourmilière ou une souche. On peut penser que c'est excessif, c'est le cas. La directive invite effectivement à faire le départ entre les atteintes mineures, qui concerneraient simplement une ruche, une fourmilière ou une souche, enfin c'est déclinable, et puis les atteintes plus importantes, majeures, plus systématiques, qui, elles, mériteraient une sanction pénale. On a la même chose en ce qui concerne les spécimens, c'est l'article 3, deuxièmement, le N, le O, le P, qui viennent nous dire que l'infraction n'est pas exigée lorsqu'on parle de quantité négligeable d'atteinte aux spécimens. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas en droit français. Et également en matière de déchets, ça c'est le considérant numéro 18, on a l'idée d'un seuil de gravité. C'est-à-dire que doivent être réprimés selon ce considérant les déchets dangereux en quantité non négligeable ou les autres déchets causant des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine.
Donc, je le disais, l'article L541-46 du Code de l'environnement ne le fait pas dans le détail, il ne fait pas le départ. Et en matière d'atteinte à la biodiversité, on a là aussi en droit français pas d'exception en cas d'atteinte à un spécimen. Alors, au niveau de la répression, de la réponse pénale que maîtrisent toujours les procureurs de la République, et puis je dirais même en amont les administrations qui vont signaler ou pas les faits, il y a sans doute un filtre qui est fait, et c'est bien heureux, parce qu'il ne faut pas non plus engorger les services. Mais dans les textes, il n'y a pas d'exception pour les atteintes mineures, et je crois que ce serait pour la sécurité juridique, tout simplement, utile de le prévoir. Alors, des points de friction, enfin, pourront apparaître dans le cadre de la transposition qui sera faite donc au fil de l'eau ou avec un texte plus global. J'en citerai quelques-unes. Tout d'abord, l'effet exonératoire de l'autorisation administrative. Alors ça, c'est quelque chose qui, M. Rivaux l'a évoqué, hein, qui peut heurter un petit peu nos conceptions traditionnelles d'avocats environnementalistes. On a dans le considérant 10 et 3 l'idée que l'autorisation administrative ne sera pas nécessairement un blanc-seing et ne permettra pas d'empêcher la qualification pénale d'une infraction. Ça nous fait penser à certains mécanismes du droit pénal, hein, parce que M. Rivaux disait à juste titre qu'il faut appliquer le code de procédure pénale, mais aussi les dispositions générales du code pénal. Bon. Les causes exonératoire du code pénal, elles s'appliquent en la matière. On a le 122.3 du code pénal, c'est l'erreur sur le droit. On a aussi le 122.4, qui est le commandement de l'autorité légitime. Alors, est-ce que cet article 122.4 qui nous dit que l'acte qui est commandé par l'autorité légitime ne peut pas engager la responsabilité pénale de son auteur, sauf, nous dit le texte, si cet acte est manifestement illégal, respecte bien le standard qui est posé par la directive, à savoir que l'autorisation administrative ne sera pas, pourra ne pas être exonératoire si elle comporte une illégalité manifeste. Il faudra voir s'il y a une compatibilité entre nos dispositifs de droit pénal général et cette exigence nouvelle, me semble-t-il, de la directive. Autre point de friction possible, la question du retrait d'autorisation administrative. Parce qu'au titre des sanctions administratives, au titre des sanctions accessoires, la directive pose qu'on pourrait imaginer, alors c'est une faculté qui est laissée, me semble-t-il, aux États membres, c'est pas impératif, on pourrait imaginer de retirer l'autorisation administrative. Ce sont les considérants 31 et 42 qui l'évoquent. Ça invite, me semble-t-il, à une réflexion sur les pouvoirs du juge pénal qui, en l'état, peut toujours suspendre une autorisation administrative, y compris à titre provisoire. Ça, c'est le fameux référé pénal environnemental qui est à la main du juge des libertés de la détention, article L216-13 du Code de l'environnement. On en voit très très peu, mais c'est une suspension provisoire. Et il y a toujours l'interdiction de l'activité qui a permis la commission de l'infraction. Ça, c'est général. Ça peut avoir le même effet en réalité que le retrait d'une autorisation pour une personne morale, sauf à changer de titulaire. Est-ce qu'il faudra prévoir une peine accessoire de retrait des autorisations administratives? Est-ce qu'il faudra dans ce cas renvoyer au juge administratif pour en connaître? Alors, ce qui militerait en ce sens, c'est la compétence du juge administratif sur ces questions-là. Juge administratif qui a l'habitude, qui peut prononcer des retraits d'autorisation administrative d'ailleurs, ou est-ce qu'il faut au contraire considérer que le juge pénal doit conserver sa plénitude de juridiction, c'est le principe, à tel point qu'aujourd'hui le juge pénal peut toujours annuler par voie d'exception un acte administratif. Voilà, j'en aurais terminé d'un mot en évoquant le système des repentis, qui est suggéré par la directive. On sait qu'en droit français, contrairement au droit italien, ça marche déjà pas très bien en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. L'État est mis à l'abri par la directive, quid des procès climatiques. C'est un peu étonnant de voir dans cette directive très novatrice que la responsabilité pénale des États est tout à fait exclue. Le nucléaire est traité à part. Bon, c'est le cas en droit français. On peut aussi s'étonner à l'heure du redémarrage et la multiplication des programmes qu'on traite de manière différente le nucléaire, alors même qu'on veut que les autorisations administratives ne soient plus un blanc-seing. Voilà. Et un dernier conseil, c'est gratuit pour la route, je dirais. Mettez à jour vos schémas, je parle au responsable juridique, mettez à jour vos schémas de délégation de pouvoir parce que il n'est pas certain qu'elles soient efficaces demain si on transpose la directive et on pourrait considérer qu'il y a un défaut dans les schémas compte tenu de l'article 6 de la directive. J'en dis pas plus et je passe la parole à ma consoeur.
Valérie. Très bien, donc effectivement, cette directive, peut-être pas une révolution comme on vient de le dire, mais en tout cas avec des progrès qui ont été constatés. Alors peut-être pas une révolution, mais beaucoup d'espoir et un espoir qui a été porté notamment par le rapporteur lors de la conférence de presse du 27 février dernier, donc Monsieur Antonius Manders, qui a rappelé que la criminalité environnementale est dans le top 5 des crimes mondiaux quand même, et qui a effectivement souligné la nécessité d'adopter une approche dynamique et qui a insisté sur la mise en place d'actions préventives pour toutes les entreprises. Et quand on lit l'acte final, qui est en cours de publication au journal officiel de l'Union européenne, on se rend compte que beaucoup de considérants et d'articles reprennent cette approche dynamique qu'il a décrite. Alors, juste, si on se place du côté plutôt des parties civiles. Donc, dans l'acte final, on peut lire, notamment à l'article 2C, que la directive reconnaît la valeur intrinsèque de la nature et de l'écosystème qui est définie. Et puis, cette directive, elle prévoit également un renforcement du rôle de la société civile et de ses acteurs. Alors, qui sont-ils ? Il y a notamment les lanceurs d'alerte environnementaux, mais il y a également les défenseurs de l'environnement, où là, la directive précise finalement et rappelle qu'il faut des mesures de protection, de soutien et d'assistance qui s'appliquent à ces acteurs. Mesures de soutien, d'assistance, de protection, mais en même temps, la directive rappelle que ces acteurs ne peuvent pas être confondus avec les victimes. Donc, vous avez à l'article 14 de la directive la définition, articles 14 et 15, définition de ces acteurs et notamment de ceux qui sont nommés les membres du public concerné. Donc là, la directive leur reconnaît les droits d'exercer les droits de la partie civile et puis leur reconnaît des droits spécifiques dans le cadre des procédures pénales. Mais en même temps, quand on lit en détail, la directive vous indique que ce public concerné ne doit pas être confondu avec les victimes. Alors, pour en terminer, avant qu'on puisse poser que vous puissiez poser des questions, je dirais qu'il est certain que l'effectivité du droit pénal de l'environnement passe nécessairement par un renforcement du rôle des parties lésées dans les procédures pénales. Merci Valérie pour cette synthèse qui va nous permettre de répondre aux questions qui nous sont posées. On a une première question qui s'adresse peut-être plus à Monsieur Rivot. Avez-vous une idée de la date de publication au journal officiel de cette directive, justement? Alors, sans trahir les secrets, d'ailleurs, dont je ne sais pas s'ils en sont vraiment, j'ai pu entendre dans les couloirs de la Commission européenne que ce serait courant mai, mais voilà, pour l'instant, nous ne savons pas. D'accord. On a ensuite une seconde question. Y a-t-il des premiers retours d'expérience en ce qui concerne la mise en place des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement? Alors, de retour d'expérience formalisée, pas à ma connaissance, encore que je sois assez vigilant sur ce sujet, simplement au détour d'un groupe de discussion que je co-anime avec d'autres collègues, un Google Group de discussion qui s'appelle Justice Environnement France, qui rassemble 360 magistrats quand même. Nous savons que les pôles régionaux ont beaucoup de mal à se mettre en œuvre pour différentes raisons. Peut-être d'ailleurs y en a-t-il trop. Je crois que c'est une réflexion que nous avons partagée avec le cabinet du ministre de la Justice, dont je tairai la réponse par loyauté, et aussi parce qu'en réalité, la loi de décembre 2020 qui a créé ces pôles régionaux, qui sont assurément un grand progrès sur le principe, selon une formule que j'affectionne un petit peu, créer des blocs opératoires sans chirurgiens et infirmiers, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sections spécialisées dans 36 ressorts de cours d'appel qui ont été créés, mais sans volet ressources humaines. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de poste. Alors évidemment, c'est à effectif constant, donc c'est compliqué. Ça insinue aussi le fait que certains collègues ont été désignés pour animer ces pôles sans avoir nécessairement la formation. Donc là où ces matières sont très complexes et compliquées. Pour autant, je pense qu'une réflexion est actuellement conduite. Je ne peux pas trop
pas en dire plus par souci des principes, mais aussi, je pense qu'aussi, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et en toute honnêteté, l'École nationale de la magistrature, l'ENM, a effectué de très gros efforts pour contribuer à l'effort de formation des magistrats, notamment avec un cycle qui s'appelle le cycle approfondi sur la justice environnementale, le CAGE, qui rassemble chaque année entre, je ne sais plus trop, entre 20 et 30 magistrats. Et donc, un effort extrêmement important a été fait. Mais c'est la faiblesse, je pense, de la loi de 2020, mais il me semble que ceux qui nous dirigent en ont conscience, que c'est très bien de former les magistrats, mais si les magistrats qui sont formés ensuite n'accomplissent pas leur mission dans des pôles régionaux où ils pourront mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas pour l'instant pas trop de lien entre la politique très volontariste de l'école de la magistrature et la politique RH pour meubler ces pôles régionaux. Voilà. Mais c'est un progrès et il faut continuer. Si je peux rajouter juste un petit mot, n'ayant pas du tout la même vision panoramique que M. Rivaux, ce qu'on a pu voir au cabinet, c'est que d'abord, il y a quelques pôles qui essayent vraiment de fonctionner, alors avec toutes les difficultés qui ont été soulignées, mais qui ont plutôt tendance à chercher des dossiers et à vouloir s'impliquer. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais enfin, j'en ai quelques-uns sur le bout de la langue. Et que deuxièmement, on a pu voir dans des dossiers la très grande qualité du parquet, sur le caractère très pointu du parquet sur les affaires environnementales, quand il y avait effectivement un pôle qui était mis en place et des magistrats qui s'y intéressaient. Des assistants spécialisés pour notamment à l'audience, pour les accompagner, ce qui ne nuit pas. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. J'en ai une qui m'arrive de l'ONU Drogue et Crime par WhatsApp, parce qu'elle n'arrive pas à poser ses questions. Technique. Alors, je vous la donne, c'est une juriste de l'ONU à Vienne qui m'écrit, je ne peux pas poser ma question. Voilà. Qu'en est-il de la responsabilité des personnes légales pour des infractions environnementales transnationales? Pourriez-vous nous en dire plus sur de potentielles poursuites judiciaires pour des infractions commises par des compagnies françaises en dehors de l'Union européenne? Alors, c'est la question de l'extraterritorialité en réalité de la répression pénale. C'est un sujet que nous connaissons bien, qui se développe beaucoup. Alors d'abord, personne légale, ça c'est la traduction de legal person en anglais, et en français on dit personne morale. Voilà, c'est pas personne légale, donc c'est une première chose. Le droit convoque un vocabulaire précis. Et donc ça, c'est une première chose. Alors, le sujet de la transnationalité des infractions pénales est un sujet, à mon sens, tout à fait stratégique, bien sûr, puisque comme tout à l'heure, ça a été évoqué, en réalité, les trafics en matière environnementale, c'est Interpol qui le dit, ce n'est pas moi. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez Interpol, vous tapez Atlas des flux illicites et vous trouverez une très belle documentation sur ce sujet. Les trafics en matière environnementale sont les 4e au monde en contre-valeur en dollars. Pour le savoir, pour comprendre l'enjeu derrière tout cela, les trafics en matière environnementale, donc là on convoque la notion qui existe en droit français, notamment depuis la loi de biodiversité de 2007 de criminalité organisée. Les trafics environnementaux alimentent 38% des finances des réseaux de combat armés, style Daesh ou les talibans. Donc ça fait un peu froid dans le dos, et c'est même la première source de financement des réseaux de combat armés. Ce ne sont pas nécessairement les trafics de drogue. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor, qui est un peu affolant, mais je crois qu'en France, on n'en a pas vraiment conscience. Au contraire, par exemple, des collègues italiens, je me souviens d'une réunion récente avec le procureur antimafia à Rome, les collègues italiens sont très documentés et efficaces sur les questions de trafic de déchets notamment. Alors, la question, pour revenir à la question plus précisément, une fois le décor planté, alors, les personnes morales de droit français qui ont leur siège en France peuvent être poursuivies, bien entendu, à raison d'infractions commises à l'étranger. Mais là, on entre sur le champ du droit pénal international, donc c'est un peu technique, bien évidemment, puisqu'en réalité, en matière de délit, pour qu'une personne de droit français, physique ou moral, soit poursuivie, s'agissant d'un délit commis à l'étranger, donc hors, comme le dit le code pénal, du territoire de la République, il faut que la loi du pays dans lequel le délit est commis
soit aussi incrimine le même comportement. C'est un peu particulier. Alors ça c'est compliqué évidemment parce qu'en fait, et donc la question a été posée, je le dis par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Marion Crépet qui est avocate et juriste à l'ONU Droguerie à Vienne, donc je me permets de dévoiler son identité parce que justement dans le cas des discussions que la France pour lesquelles la France a reçu mandat de l'Organisation des Nations, de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui ont été portées à l'ONU Droguerie à Vienne, on se rend compte qu'en réalité, et au contraire d'autres branches du droit pénal, moi à la Cour d'appel de Paris, je fais de la criminalité organisée et donc des stupéfiants, je veux dire, le gros problème, c'est l'extrême disparité des législations pénales dans le monde entier. Figurez-vous qu'il y a quand même des États, notre association est en train de nouer des contacts avec un réseau de procureurs d'Asie du Sud-Est qui savent beaucoup de choses, d'ailleurs en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, ils savent beaucoup de choses, ils sont très intéressés par ces sujets. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, en France, c'est compliqué de regarder ce qui se fait ailleurs. Hein. On a du mal parfois et on a tort. Voilà, parce que tout n'est pas si bien que ça en France. Eh bien, en fait, on se rend compte que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de législation environnementale, il n'y a même pas de code de l'environnement, et parfois même, en réalité, ce qui chez nous constitue des infractions pénales en matière environnementale ne constitue que des irrégularités administratives à l'étranger. Là où je me souviens d'une question de représentant d'un pays du Golfe, dont je ne dirais pas lequel, il y a 2 ans, lors d'une réunion de l'ONUDC à Vienne, n'imagine même pas que les comportements qui portent atteinte à l'environnement puissent être incriminés pénalement. Pour eux, c'est une hérésie de parler de droit pénal de l'environnement. Alors, tout ceci recouvre des situations extrêmement variées dans le monde entier, bien sûr, et ce qui tente d'être unifié au niveau de l'Union européenne est une bonne chose, mais effectivement, et pour boucler la réponse à la question, on n'arrivera à rien en réalité à ce sujet-là si les législations ne sont pas harmonisées. 2 points pour conclure. Il y a un sujet qui est porté par la France, mais qui, malheureusement, d'après ce que j'ai compris, ne fait pas consensus, c'est l'adjonction à la Convention de Palerme de 2000 sur la criminalité transnationale d'un protocole sur la criminalité environnementale. Donc ça ne fait pas l'objet d'un consensus au niveau mondial, pas pour demain, voilà. Et deuxième chose, l'on a souvent l'habitude de dire que l'un des meilleurs vecteurs de lutte contre les infractions environnementales, surtout transnationales, c'est la lutte contre la corruption, en fait. C'est d'ailleurs ce que dit l'OCDE, c'est très intéressant. Là, via la législation sur la lutte anticorruption, nous savons qu'en France, nous bénéficions maintenant, via la Convention de Mérida, d'autres textes, de la possibilité de faire jouer l'extraterritorialité, en réalité, et d'attraire devant les juridictions françaises aussi des comportements commis à l'étranger. Donc, je pense que là, il y a des pistes de travail, mais en réalité, autant en matière de trafic de stupéfiants dans le monde entier, nous avons, même si les législations peuvent être différentes, nous sommes tous d'accord pour dire que le trafic de cocaïne est un délit ou quasiment, autant en matière environnementale, trafic d'espèces protégées, trafic de déchets, trafic de ressources minières, je ne suis pas certain que ce soit pénal partout et c'est un obstacle à l'engagement de poursuite en réalité. Voilà.